Eh bien, bonjour à tous. Nous entrons aujourd'hui dans notre troisième webconférence sur la maîtrise des dates et des saisons. Je rappelle, pour ceux qui n'y ont pas encore participé, que ces conférences ont pour objet de vous faire tirer le meilleur parti de votre calendrier en répondant à des questions toutes bêtes. Par exemple, quelle est la durée du jour le 6 juin? Ça, c'était l'objet de notre première conférence jeudi dernier. Et la seconde, celle d'hier, vous permet désormais de répondre facilement à la question quel jour de semaine tombe le 15 août ou n'importe quelle autre date dans l'année ou même dans n'importe quelle année. Et même la conférence d'hier vous permet désormais de maîtriser le numéro de semaine, qui est une notion très utilisée dans les entreprises pour suivre les projets. Aujourd'hui, nous allons répondre à d'autres questions. Par exemple, quelle est la phase de la Lune demain ou aujourd'hui? Ou quelle est la date de Pâques? Alors, cette année, vous vous souvenez quand même de la date de Pâques, je pense, c'était le 12 avril, mais une autre année. 1954 est un des exemples qu'on va étudier. Et tout ceci, nous vous le proposons en calcul mental. Et c'est ça l'innovation, et notamment aujourd'hui, calculer la date de Pâques, ça, nous savons faire depuis longtemps. Disons que nous savons faire depuis que Denis le Petit a proposé une méthode au VIe siècle de notre ère. Mais le faire de manière mentale, ça, c'est pas évident. Moi, je n'ai pas trouvé de méthode. Si d'autres en ont trouvé, ça m'intéresse de savoir comment ils font. Ce que je vais vous proposer, c'est une méthode mentale qui est en plusieurs étapes, mais qui peut se faire entièrement de tête. Voilà. Alors, nous attaquons le fond du sujet. S'il y en a pour... il faut quand même suivre. Il faut aborder quelques notions quand on parle de la Lune, quand on parle de Pâques. Et il y a une notion importante, c'est ce qu'on appelle l'âge de la Lune. Qu'est-ce que c'est que l'âge de la Lune? C'est, à une date donnée, le nombre de jours écoulés depuis la dernière nouvelle Lune. Donc, vous savez, il y a une expression, on parle des vieilles lunes. Ben oui, les vieilles lunes, c'est tout simplement une lune très avancée dont le croissant diminue et diminue et qui va bientôt redevenir une nouvelle lune. Donc, l'âge de la Lune, c'est le nombre de jours depuis la dernière nouvelle lune. C'est aussi le quantième, le numéro de jours dans un mois lunaire. Alors, je rappelle que les mois lunaires, ce ne sont pas tout à fait les mois de notre calendrier, ce sont des mois de 29 ou de 30 jours, puisqu'une lune en moyenne dure 29 jours et demi. 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes, 2 secondes. Donc, on peut dire 29 jours et demi. 2 lunes, ça fait 59 jours. Donc, quand on compte en nombre de jours entiers, on alterne 29 et 30 jours. Et de temps en temps, on rattrape les 44 minutes qui finissent par former quelques heures. Et il y a 2 mois de 30 jours qui se suivent. Quel est le lien entre l'âge et la phase d'une lune? Ça, c'est assez facile. Eh bien, 0 ou 1, c'est la nouvelle lune. 7, c'est le premier quartier. 14 ou 15, c'est la pleine lune. 22, c'est le dernier quartier. Et quand on fait un calcul d'âge de lune, tel que je vais vous les montrer, quand on dépasse 30, eh bien, il faut enlever 30. En fait, on dit qu'on fait des calculs sur les nombres congrus modulo 30. Alors 30, c'est bien parce que c'est un nombre assez facile à manier. Les multiples de 30 sont quand même connus, 30, 60, 90, 120, 150, 180, et on n'a pas besoin d'aller au-dessus. Pâques. Alors, la date de Pâques, ça, c'est toute une question qui a beaucoup travaillé la chrétienté. C'est une fête qui en détermine beaucoup d'autres dans notre pays. Par exemple, elle détermine la fête de la Pentecôte qui a lieu demain et le fameux lundi de Pentecôte qui suit. Le lundi de Pentecôte n'est d'ailleurs pas du tout une fête religieuse, c'est une fête civile qui est ajoutée parce que si vous comprenez, des gens font une fête un dimanche, il faut bien créer une fête supplémentaire un lundi pour les civils. Bien. Il existe une définition de la date de Pâques, qui n'a pas été si facile que ça à trouver parce qu'il y avait plusieurs définitions possibles. Je passe sur les raisons pour lesquelles on a gardé cette définition, mais c'est un dimanche, c'est toujours un dimanche.
Ce dimanche suit le 14e jour de lune, c'est-à-dire la pleine lune si l'on veut, mais c'est très précisément le 14e jour de lune qui arrive soit le 21 mars, cela voulait dire à l'équinoxe de printemps, mais le texte qui définit la date précise bien que c'est le 21 mars ou après. Alors ce texte, cette définition résulte du concile de Nicée. Elle a été prise en 325 et effectivement, au IVe siècle, l'équinoxe de printemps avait bien lieu le 21 mars. Alors que, peut-être que vous vous en souvenez, le calendrier julien, quand il a été créé, quelques siècles plus tôt, prévoyait que le solstice d'hiver était le 25 décembre, et ça a donné lieu à la fête du Sol Invictus, du soleil invaincu, qui elle-même a été convertie par les chrétiens en fête de Noël. Les chrétiens étaient assez astucieux, ils ne faisaient pas une révolution complète, ils utilisaient le terreau qu'ils trouvaient et ils transformaient les fêtes païennes en fêtes chrétiennes. Et donc, comme le solstice d'hiver était le 25 décembre, pardon, l'équinoxe de printemps était le 25 mars. À l'époque de Jules César. En fait, il y avait déjà une erreur de calcul, c'était plutôt le 24 que le 25. Mais 3 siècles plus tard, eh bien, l'équinoxe de printemps revient en arrière, était tombé au 21 mars. Alors, cette définition, en fait, ne suffit pas tout à fait pour fixer Pâques parce qu'il y a une différence entre la Lune que l'on peut calculer en estimant que son mouvement est un mouvement régulier, mais ce n'est pas le cas. La Lune a des petites oscillations autour de son mouvement régulier et donc parfois, elle tombe un petit peu en avance, un petit peu en arrière. Si on se fie d'ailleurs à cette définition, Pâques, en 2019, n'aurait pas dû avoir lieu à la fin du mois d'avril, comme ça a été le cas, mais au mois de mars. Donc, pour être sûr que la date de Pâques tombe exactement le même jour pour toute la chrétienté, il a été défini un algorithme qui s'appelle le compute ecclésiastique. Et ce compute ecclésiastique, qui a été défini à l'origine par un moine et calculateur scythe qui s'appelait Denis le Petit, tout simplement parce qu'il était de petite taille. Dans cet algorithme, la Lune est représentée de manière imparfaite, comme si c'était un mouvement régulier, et en plus, comme si c'était un mouvement en nombre entier de jours. Donc, ça commence à faire quelques approximations. Et en plus, comme on va le voir, on considère l'année tropique comme régulièrement une année de 365,25 jours, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du décalage entre les années communes et les années bissextiles. Donc, ce système-là crée une certaine incertitude. Il faut compter 2 jours en plus ou en moins par rapport à une lune vraie. Mais ça suffit pour la plupart des cas que nous avons. Alors, ce que je vais proposer, c'est une méthode inédite de calcul mental, c'est-à-dire de calcul où on peut se passer du papier et du crayon. Elle est valable jusqu'à 2199. En fait, on pourrait très bien l'utiliser pour après 2200, mais je ne vous ai pas préparé les chiffres pour cela. Je pense qu'on peut attendre encore un peu. Il y a une autre notion à traiter avant cela, c'est la notion d'épaque. Maintenant que je vous ai parlé de l'âge de la Lune, donc du nombre de jours de la Lune depuis la dernière nouvelle Lune, eh bien l'épaque, c'est l'âge de la Lune la veille du 1er janvier. C'est plus généralement l'âge de la Lune la veille du début d'année. Pour ceux qui ont écouté la conférence la conférence de jeudi dernier, où je vous ai parlé du calendrier milésien, eh bien, on peut définir l'épaque milésienne comme l'âge de la Lune, la veille du début de l'année milésienne, donc qui est un petit peu différent, pas beaucoup. Donc l'épaque, c'est l'âge de la Lune, la veille du 1er janvier. Comment on s'en sert? C'est très simple. Je vous montrerai après comment le compute ecclésiastique calcule l'épaque de chaque année. Si vous regardez des bons almanachs, comme celui des PTT, vous verrez sous la colonne de février,
des petits chiffres qui sont indiqués, et notamment les pactes de l'année est indiqué. C'est ça. À l'aide de l'époque de l'année, on peut évaluer l'âge de la Lune à toute date de l'année. Il suffit, en principe, d'ajouter le nombre de jours depuis le début de l'année. Et en plus, l'époque est en relation très simple avec la date de la pleine Lune qui suit le 21 mars. Je vous montrerai le calcul tout à l'heure. C'est une simple soustraction. Alors, comment on utilise les pactes? Voilà, en 2020, les pactes est 5, c'est-à-dire que le 1er janvier, la veille du 1er janvier, le 31 décembre, l'âge de la Lune était de 5 jours. On compte l'âge de la Lune, on compte 0, c'est le jour de la nouvelle Lune, hein, si vous voulez. Donc, pour utiliser les pactes, c'est très simple. L'âge de la Lune, le 1er janvier, c'est les pactes, 5, plus le quantième, 1, puisqu'on est le 1er janvier, et ça donne 6. Si on compte l'âge de la Lune le 9 janvier, c'est 5 plus 9, ça donne 14. Alors, si on passe au 26 janvier, on fait 5 plus 26, ça fait 31. Alors, à ce moment-là, on a dépassé 30 et on prend 1, c'est-à-dire qu'on prend la valeur modulo 30. D'accord? Donc, ça, c'est très simple, mais vous remarquez que je n'ai fait ce calcul que pour le mois de janvier. S'il faut calculer sur les autres mois, en fait, il faut repartir du début du mois en considérant ce que j'appelle un écart des pactes. C'est-à-dire, c'est comme les pactes qui, au lieu d'être à la veille du 1er janvier, est à la veille du 1er de chaque mois. Tout ça pourquoi? Parce que le mois lunaire est plus court que le mois solaire. Un mois lunaire, c'est, comme je vous l'ai dit, 29 ou 30 jours. 2 mois lunaires font 59 jours. Or, 2 mois solaires, dans la partie régulière du calendrier, c'est-à-dire après mars, 2 mois solaires, c'est généralement 61 jours. Alors, comment calculer l'écart des pactes, mois par mois? C'est assez simple. Les pactes d'un mois, c'est les pactes du mois précédent plus 1. Mais il y a 2 exceptions. Première exception, au mois de mars. Ce n'est pas étonnant. Février, comme vous savez, c'est le petit raté de la série. Il n'y a que 28 jours. Donc, on était obligé de compenser. Et si vous remarquez que, en tout cas, les années communes, janvier, février, ça fait 59 jours, eh bien, en réalité, l'époque de mars est la même que l'époque de janvier. Donc, on repart à 0. Ensuite, avril, mai, juin, juillet, août, on ajoute 1 à chaque mois. Et puis, pour septembre, on est obligé de décaler de 2. Parce que là, c'est le contraire. On a 3 jours de plus que de lunaison en comptant juillet et août, 62 jours pour 59 jours. Donc, on passe de 4 à 7 entre juillet et septembre. Mais remarquez bien qu'à partir de septembre, l'écart des pactes est facile à retenir parce que c'est exactement la racine étymologique du nom de mois. Septembre, qui est le 9e mois, eh bien en réalité, sa racine étymologique, c'est 7e mois. Octobre, c'est 8e, novembre, c'est 9e et décembre, c'est 10e. Car avant que Jules César ne fasse son caprice et ne décide que l'année commencerait en janvier, l'année romaine a en fait commencé en mars, le moment où on peut reprendre la guerre. Et donc, septembre, octobre, novembre et décembre étaient respectivement les 7e, 8e, 9e et 10e mois. Alors, pour les connaisseurs, vous voyez bien qu'en décembre, on a un écart des pactes de 10, ce qui suggère qu'en janvier suivant, on aura un écart des pactes de 11 par rapport à janvier précédent. Et puis, c'est justement, généralement, quand on passe d'une année à l'autre, les pactes augmentent de 11 jours. Sauf certaines années, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, puisqu'on a les pactes au début d'année, l'écart des pactes de mois en mois, et qu'on sait que pour calculer les pactes d'une date, il suffit d'ajouter le quantième, on sait facilement, à partir des pactes d'une année, calculer les pactes de n'importe quel jour dans cette année-là. Voilà, pour aujourd'hui, 31 mai 2020, je fais le calcul devant vous. EPAC de 2020, 5. Écart des pactes pour le mois de mai, c'est 2. Mars, c'est 0, avril, c'est 1, mai, c'est 2. Et nous sommes le 31. Nous tombons sur combien? Sur 38. 5 et 2, 7. 31 et 7, 8. 38. Mais on prend le résultat modulo 30, donc c'est 8.
Nous sommes juste après le premier quartier, vous pouvez vérifier ce soir. Alors, puisqu'on sait calculer la Lune, l'âge de la Lune à n'importe quelle date, on sait aussi, à partir de l'épacte, trouver simplement quelle est la date de la pleine Lune dite Pascal, c'est-à-dire la pleine Lune de printemps. Pour ça, il y a une notion que je crois, j'ai été obligé de définir, que j'appelle le reliquat pascal. Dans la littérature, on trouve l'expression terme pascal, qui est à peu près équivalent. Le reliquat pascal, c'est le nombre de jours entre le 21 mars et la pleine lune la plus proche, qui peut être le même jour. Donc, c'est un nombre de jours qui est entre 0 et 30, entre 0 et 29. Ce reliquat pascal, c'est très simple, c'est le nombre 23. Alors, il faut retenir ce nombre-là, diminué de l'épacte de l'année, et le tout modulo 30, parce que l'épacte peut être de 29, par exemple, et donc 23 moins 29, ça fait un nombre négatif, ça fait 6, moins 6. Il faut prendre modulo 30, c'est-à-dire qu'on tombe sur, alors je ne sais plus, j'ai un trou 24. D'accord ? Avec le compute grégorien, si le reliquat pascal brut a une valeur trop élevée, il est corrigé d'un jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si la pleine lune de printemps arrive le 21 mars, vous aurez, selon la définition, Pâques le dimanche suivant. Donc, supposons que le 21 mars soit justement un samedi, comme c'était en 2020. Supposons que la pleine lune soit ce samedi-là, eh bien, Pâques est le lendemain, 22 mars. Mais la pleine lune peut être jusqu'à 29 jours plus tard, on l'a vu. Mais alors, 29 jours, c'est très lointain. Ça veut dire qu'en fait, la pleine lune la plus proche du printemps n'a pas eu lieu le 21, elle a pu avoir lieu le 20, juste avant. Et on considère que dans ce cas, il est fort peu probable que la pleine lune suivante soit si éloignée. Et les auteurs du compute grégorien ont décidé qu'on ne mettrait pas Pâques aussi loin. Et donc, quand on tombe sur une valeur de reliquat pascal par le calcul de 29, on le corrige à 28. Et pour la même raison, quand on tombe, dans certains cas, quand on tombe sur 28, on corrige aussi en 27. Je vous explique un petit peu plus tard pourquoi. Donc voilà, ça va sur le reliquat pascal. Le terme pascal, c'est la date à laquelle tombe la pleine lune. C'est ça ce qu'on trouve dans la littérature. Et donc le reliquat pascal, c'est une notion très simple, c'est le nombre de jours entre le 21 mars et le terme pascal. Alors maintenant, la suite des opérations pour obtenir la date de Pâques. D'abord, il faut trouver l'épacte de l'année. Donc ça, c'est ça que je vais vous expliquer dans des calculs un petit peu détaillés ci-après. Une fois qu'on a l'épacte, on prend le reliquat de Pascal et on le corrige. Donc le reliquat Pascal, je vous ai montré, c'est 23 moins l'épacte et éventuellement, dans 2 cas, on est obligé de le corriger. On tombe sur la date de la pleine lune dite Pascal, la pleine lune de printemps, date qui est appelée parfois le terme Pascal. Là, on applique les leçons de la séance d'hier. On calcule le jour clé de l'année, le clavdi de l'année, c'est-à-dire le jour de semaine qui tombe un certain nombre de dates fixes et notamment qui tombe le 21 mars. À partir de ce jour de semaine, on sait calculer le jour de semaine où tombe la pleine lune pascale, puisqu'on a sa date. Eh bien, il n'y a plus qu'à compter le nombre de jours jusqu'au prochain dimanche. Et ça, c'est une simple petite opération mentale que nous savons tous faire. Hein. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 mai, demain, nous serons le 31 mai, et donc le dimanche dernier, c'était le 24 mai. Voilà, on sait faire ce genre de calcul de tête.
Le CLAFDI, je vous expliquais le calcul à la section semaine, donc je vous invite à réviser. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui parce que là, il faudrait plus de temps, mais on est censé le connaître. On a besoin de le connaître pour calculer la date de Pâques, sinon aujourd'hui, on ne sait que calculer le reliquat pascal. Mais ce qui est intéressant dans le calcul que je vous ai expliqué hier, c'est que justement le 21 mars est une de ces fameuses dates pivots. Donc, calculer le CLAFDI, le jour de semaine caractéristique d'une année, c'est trouver directement le jour de semaine du 21 mars. Alors, si on ajoute directement le reliquat pascal au chiffre que représente ce CLAFDI, on tombe directement le jour caractéristique du jour de semaine de la date de la pleine lune pascale, évidemment modulo 7. Nous allons illustrer ça dans l'exemple. Alors, comme on sait à quelle date tombe la pleine lune pascale, par exemple, si on voit qu'elle tombe un mercredi, eh bien c'est facile, il faut rajouter 4 jours pour avoir la date de Pâques. Alors maintenant, comment calculer les Pâques? Ça, c'est tout le travail qu'a proposé Denis le Petit, mais en fait, il s'est fondé sur ce que connaissaient les astronomes grecs. La valeur de l'épacte suit un cycle de 19 ans, qu'on appelle généralement le cycle de Méton, mais je préfère l'appeler cycle de Méton-Callip. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des Grecs, c'était un cycle en nombre entier de jours. En réalité, c'est un nombre de jours avec un quart de jour en plus. Car après la découverte de Méton, un certain Callip a fait observer qu'au bout de 4 cycles de 19 ans, la Lune s'était décalée d'un jour. Et il a proposé un nouveau cycle qui est de 76 ans, 4 fois 19, au bout duquel la Lune revient à la même place après un nombre entier de mois lunaires, à la même place dans l'année tropique. Alors, nous l'appelons cycle de Méton parce qu'en fait, ces fameux 19 ans, ce sont 19 années, 19 de nos années dans lesquelles il peut y avoir de temps en temps des années bissextiles. Alors, et donc, chaque cycle de 19 ans n'est a priori pas tout à fait du même nombre de jours, mais au bout de 76 ans, par contre, c'est toujours du même nombre de jours, puisque là, vous avez eu le même nombre d'années communes et d'années bissextiles. Alors, la circulation dans ce cycle est très simple. Chaque année du cycle est caractérisée par un nombre d'or qui est de 1 à 19. Ça caractérise tout simplement le numéro de l'année dans le cycle de 19 ans. Ce nombre d'or était un nombre gravé dans un temple à Athènes en lettres d'or. C'est, paraît-il, de là que vient cette origine. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait des calculs de congruence, il est plus facile d'utiliser un cycle de 0 à 18. Alors, j'ai proposé une notion plus simple que j'appelle le NOMU, le nombre d'or moins 1. Donc, pour une année A, le NOMU, c'est tout simplement le résultat, le reste de la division de l'année par 19. Vous dites tout simplement, il va falloir diviser les années, par exemple 2020 par 19. Comment on fait? A priori, ouais, il faut employer une petite machine. Encore, les petites machines, elles font les divisions en nombre décimal, elles ne donnent pas le reste. Comment on fait? On va voir ça tout à l'heure, c'est la surprise. Chaque année, les Pâques augmentent de 11 jours. 11 jours modulo 30. Et au bout d'un cycle, donc au bout des 19 ans, il y a un petit saut, c'est-à-dire qu'entre la dernière année d'un cycle et l'année suivante, les Pâques augmentent non pas de 11, mais de 12 jours. D'accord? Ça, c'est pour rattraper les 44 minutes de différence entre 29 jours et demi et la durée moyenne du cycle de lune. Alors, en plus, et ça c'est depuis la réforme grégorienne, hein, tout ce qu'on a dit plus haut, c'était tout à fait valable dans le calcul de Denis le Petit, mais depuis la réforme grégorienne,
il y a certaines années de siècle qui ne sont pas bissextiles, comme nous le savons tous ici. Bon, les ingénieurs de Microsoft ne le savaient pas, et comme vous le savez tous, eh bien, les premiers jours de 1900 sont faux dans les feuilles Excel. Et donc, certaines années du siècle, il y a ce qu'on appelle un saut d'épact, c'est-à-dire le cycle des épactes devient un petit peu différente. Et ce saut d'épact tient compte d'une part du fait qu'il y a un jour de moins dans les années de siècle par rapport aux autres cycles, et que de plus, il y a une dérive supplémentaire de la Lune par rapport au cycle de Méton-Callip, dérive qui d'ailleurs avait été trouvée par les Grecs aussi, et elle avait été trouvée par le grec Hipparque. Et cette dérive fait que la Lune se décale encore d'un jour par rapport au cycle de Callip, elle se décale d'un jour tous les 315 ans ou 320 ans à peu près. Les astronomes grégoriens ont arrondi ça à 312, mais on fait en sorte que le cycle se rattrape tous les 300 ans, sauf une fois sur 25 tous les 400 ans. Donc ce système un petit peu compliqué fait qu'il n'y a de saut d'épact qu'en année de siècle, d'accord, jamais au milieu d'un siècle, et que de plus, certaines années de siècle, il y a un saut d'épact positif, et d'autres années de siècle, il y a un saut d'épact négatif, et certaines années, les deux influences s'annulent mutuellement. Retenez que depuis 1900, date du dernier saut d'épact, et jusqu'à 2200, date du prochain saut d'épact, eh bien, il n'y a aucun saut. En 2000, il n'y a pas eu de saut parce que 2000 est elle-même aussi une année bissextile. En 2100, il n'y aura pas de saut parce qu'il y aura compensation entre le fait qu'il manque un jour à 2100 et le fait que la Lune dérive. Donc, on est dans une période un petit peu unique pendant laquelle on a plusieurs siècles de bons. On est capable d'utiliser le même calcul. Alors maintenant, voici la formule. C'est la dernière fois que je vous parle de formule de calcul d'épact. C'est le fameux nombre d'or moins 1 de l'année, donc le reste de la division de l'année par 19, que je multiplie par 11, et je rajoute un terme constant, le fameux E0 de S, terme constant qui ne dépend que de S. Et je fais ce calcul modulo 30. Alors, oui, le nomu, donc, c'est le reste de la division de A par 19. Le fameux E0, c'est, vous savez, on parle de l'ordonnée à l'origine, hein, pour une droite linéaire. C'est l'épact en début de siècle, en début de cycle, pardon, pas en début de siècle, en début de cycle, en début de cycle de 19 ans. Donc, c'est l'épact quand le fameux nomu est égal à 0. Et ce nombre-là peut changer lors des années de siècle. Allons plus dans le détail. Pour tout le calendrier julien, ce fameux E0 vaut 8. C'est la valeur qu'il a en l'an 0, c'est-à-dire l'an 1 avant Jésus-Christ. Au début du calendrier grégorien, donc le calendrier grégorien, je rappelle, il a commencé le 15 octobre 1582, lendemain du 4 octobre. Donc, la nuit du 4 au 15 octobre a été très très longue. C'est cette nuit morte Thérèse d'Avila et on dit qu'elle a eu la plus longue agonie. À cette date-là, le fameux E0 est plus 1. Donc, on fait une correction assez forte. De 1700 à 1899, donc vous remarquez qu'en 1800, il n'y a pas de saut d'épact, eh bien, ce fameux E0, il vaut 0. Ça simplifie les choses. Et depuis 1900 jusqu'à 2200, ce fameux E0 vaut moins 1. Ce qui se passera après, c'est une autre aventure. Je ne serai probablement pas là pour vous la raconter, mais il y aura sûrement des gens très savants pour vous dire ce que ça deviendra après. Donc cette valeur de moins 1 est à retenir pour la plupart des cas courants que nous allons traiter. Alors, suspense. Comment calculer ce fameux nomu, ce fameux nombre d'or moins 1, reste de la division de A par 19? Eh bien, c'est très facile à condition d'exprimer l'année
en base 20. Oh, ça, c'est très facile d'exprimer un chiffre en base 20. Les Gaulois savent très bien faire ça. Ils parlent de 80, comme vous savez. Hein, à partir de 60, ils comptent en base 20, les Gaulois. Donc, nous, héritiers des Gaulois, nous devrions faire ça très facilement. Et puis, il y a une autre simplification de taille, c'est que 1900, c'est un multiple de 19. Évidemment, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais il faut essayer de ne pas l'oublier. Donc, on peut déjà poser petit a égale grand A moins 1900. D'accord? On peut décomposer petit a en combien de fois cela fait 20 et puis le reste. Par exemple, pour 2020, c'est tout simple. 5 fois 20, ça fait 100, n'est-ce pas? Donc, de 1900 à 2000, ça fait 5. Et puis, il y a 20 de plus, donc ça fait 6 fois 20 plus 0. Vous voyez, c'est assez rapide à calculer. Vous me direz que 2020 est particulièrement simple, mais si vous prenez une autre date, comme 1954, qu'on prendra tout à l'heure, c'est 1900 plus 54. C'est donc 54, c'est 40 plus 14, et vous avez tout de suite 2 et 14. Donc, quand on a fait cette décomposition, eh bien, on fait comme les enfants des écoles faisaient leur preuve par 9, on ajoute simplement les chiffres dans cette décomposition et on a directement le reste. Vous voyez, c'est tout simple. C'est une propriété toute simple des congruences modulo B-1 pour un nombre exprimé en base B. Donc ça, les professeurs de maths connaissent ça. Je crois que c'est encore enseigné au niveau du lycée. En tout cas, c'est enseigné en maths sup. Et voilà une utilisation des maths. Alors, on a fait la division par 11, on a trouvé le reste de la division par 11, on se moque du quotient, hein, comme vous avez vu. On ne s'intéresse qu'au reste. Mais par contre, il faut en plus multiplier par 11. Alors, multiplier par 11, en fait, c'est très simple. On multiplie par 10 et on ajoute le nombre lui-même au résultat. Et puis, comme nous sommes gaulois, hein, il y a des cas où c'est très facile. 180 plus 18, avec 18, ça fait 180 plus 18, ça fait 198. Franchement, c'est facile. Hein, tout le monde sait faire ça. Il reste enfin à faire le reste de la division par 30. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, le reste de la division par 30, il suffit de comparer aux multiples de 30. Et les multiples de 30, eux, sont faciles à se rappeler. Les 3, 6, 9, 12, 15, 18, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Voilà. Alors, effectivement, pour faire ce genre de calcul mental, il faut avoir quelques chiffres en tête qu'il faut se rappeler, mais ces chiffres ne sont pas particulièrement difficiles. Exemple, si on prend 197 modulo 30, c'est 197 moins 180, mais c'est 17. Mais tout le monde sait que 197, c'est 180 plus 17. Alors, dernier point d'attention, toutefois, ce fameux reliquat Pascal est la correction. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le reliquat Pascal brut, c'est 23 moins les pactes modulo 30. Donc, c'est soit 23, soit 53 moins les pactes. Vous obtenez un résultat qui est un nombre entre 0 et 29. La correction appliquée, elle est la suivante. Si le reliquat Pascal brut est 29, il faut toujours corriger en 28. Si le reliquat Pascal brut est 28 et que le nombre d'or, moins 1 est supérieur ou égal à 11, il faut corriger en 27. Alors là, je me permets de vous expliquer pourquoi. En fait, vous avez vu que pour un siècle donné, vous avez 19 valeurs possibles de les pactes. Les pactes, a priori, c'est un nombre entre 0 et 29, donc il y a 30 valeurs possibles, en théorie, mais au cours d'un siècle donné, les pactes ne vont parcourir que 19 valeurs. Et il se trouve que si, pendant la première partie du cycle, les pactes passent par la valeur, les pactes bruts, le reliquat Pascal brut passe par la valeur 29, alors dans la deuxième partie du cycle, à partir de 11,
les pactes va passer par la valeur 28. D'accord? Donc, cette deuxième règle, elle est simplement destinée à corriger le fait qu'il y a certains cas où le reliquat pascal, dans un même cycle, prendrait la même valeur si on ne corrigeait pas une seconde fois. Donc ça, c'est un truc pas très facile à trouver. Je n'avais jamais trouvé sa justification en réalité. J'ai juste trouvé la règle, mais je n'avais jamais trouvé la justification. Retenez que dans la période 1900 à 2199, il faut corriger le reliquat pascal dans les deux cas. Et les deux cas arrivent quand les pactes à la valeur 24 ou la valeur 25. Je parle de la valeur des pactes parce que c'est le plus souvent comme ça qu'on voit traiter ce problème de correction dans la littérature. On parle notamment de l'épacte 25 qui peut avoir deux valeurs. Il y a deux épactes 25, l'une qui est corrigée et l'autre qui n'est pas corrigée. D'accord? Donc, directement, si vous trouvez pour les pactes la valeur 24, vous voyez bien que justement 23 moins 24, ça va faire moins 1, donc 29. Il faut tout de suite mettre la valeur 28 au lieu de la valeur 29. Et si vous avez les pactes 25, alors à ceux qui s'intéressent un peu aux algorithmes de la date de Pâques, les pactes 25, ça dit quelque chose. Eh bien, pendant notre période, 1900-2199, il faut tout de suite mettre un reliquat pascal de 27 et non pas de 28. C'est le seul point un petit peu délicat. Alors, calculons la date de Pâques en 2020. L'intérêt, c'est que vous connaissez le résultat, donc vous allez être rassuré sur la manière de faire. Premier point, on décompose 2020, c'est 1900 plus 120, puisqu'on est parti de 1900. 1900, c'est 6 fois 20. C'est 80 plus 40, c'est facile à trouver. Et plus 0, puisqu'on est en 2020, on n'est pas encore en 2021. Voilà, donc le nombre d'or moins 1, c'est 6. Calculons les pactes. Donc c'est 6 fois 11, 66, moins 1, le fameux E0. Et on calcule ça modulo 30, ça donne 65. Ce 65, on le prend modulo 30, ça donne 5. Et donc, avec cette épacte, déjà, compte tenu de ce que je vous ai dit au début, vous savez calculer la Lune à n'importe quelle date de l'année. Vous savez la calculer au 31 mai, par exemple, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour ça que je présente cette méthode en passant par les pactes. Dans mon livre et dans d'autres textes, et dans la méthode que propose Méus pour le calcul de la date de Pâques, on ne passe pas par les pactes. Évidemment, c'est un calcul intermédiaire qui ne sert pas si le seul objectif, c'est de calculer la date de Pâques. Mais si l'on veut en plus avoir une idée de la Lune, bon, c'est pas mal de passer par les pactes. Parce que la phase suivante, elle est très simple. C'est 23 moins les pactes. D'accord? Ça donne 18. Il n'y a pas de correction à faire. Et du coup, eh bien, ça y est, on a déjà trouvé la date de la pleine lune pascale, la pleine lune de printemps. C'est le 21 mars plus 18 jours. Et je vous le rappelle un peu plus tard, c'est très facile. Plus 18 jours, c'est en avril, et c'est le 8 avril. Il suffit d'enlever 10. Alors maintenant, il faut refaire l'exercice que vous avez appris à faire hier et calculer le CLAVDI de 2020, le Doomsday, comme disait M. John Conway. Le CLAVDI de 2020, vous le connaissez, hein, c'est samedi. C'est 6. Et là, le beau côté du calcul de semaine, c'est que M. Conway avait aussi pensé au calcul de Pâques quand il a choisi le jour clé. Il suffit d'ajouter 18, que on a trouvé plus haut, et 6, et on va tomber sur le jour de semaine de la date de la pleine lune pascale. D'accord? 24, c'est donc 3, c'est donc mercredi. Pâques est le dimanche qui suit ce mercredi, c'est donc 4 jours plus tard. 18 plus 4, ça fait 12 avril. D'accord? Donc, c'est du calcul mental, quand même en cette étape, c'est vrai.
Mais il n'y a aucun de ces calculs qui ne nécessite du papier et un crayon. Ça nécessite simplement de bien se rappeler les choses et de les faire dans l'ordre. Ça nécessite un petit peu d'habitude, mais entre nous, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que d'apprendre ces tables de multiplication. On va faire un autre exemple instructif, c'est 1954. Alors, même principe, je décompose 1954 en 1900 plus 54. 54, c'est 2 fois 20 plus 14. Donc, 2 plus 14, ça fait 16. Le nombre d'or moins 1, c'est 16. On calcule les pactes. 16 fois 11, ça fait 160 plus 16. 176 moins 1 font 175. Et on prend ça modulo 30 et ça donne 25. Ah, 25. Réflexe, 25. C'est l'une des deux valeurs qu'il faut corriger. On sait qu'entre 1900 et 2199, avec 25, il faut corriger. Il y a 4 corrections. Donc, on sait le résultat, c'est 27 au lieu de 28. Et donc, en 1954, la pleine lune pascale tombe le 17 avril. On calcule le clavedi de 1954, c'est un dimanche. Je ne vous le détaille pas. Le jour de semaine de la pleine lune pascale, c'est donc un samedi 27 plus 0, modulo 7. D'accord? Eh bien, le dimanche suivant, c'est le lendemain. C'est le 18 avril. Alors, j'ai fait exprès de faire 1954, car si on ne fait pas la correction, on se trompe. D'accord? Si on ne fait pas la correction, au lieu de trouver la pleine lune pascale le 17 avril, on la trouve le 18 avril, c'est un dimanche. Pâques est censé être le dimanche suivant. Et donc, au lieu du 18 avril, le calcul donnerait le 25 avril. Or, ce n'est pas vrai. En 1954, vous pouvez le vérifier, Pâques a été fêté le 18 avril. Alors maintenant, cette méthode, vous savez l'appliquer pour les années autour de vous, je dirais, mais on peut l'appliquer aux années antérieures à 1900, bien entendu. Petit problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne peut pas prendre le nombre d'années à partir de 1900. Il faut vraiment décomposer A en base 20, mais que ça ne tienne, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est A égale petit u fois 400, c'est 20 par 20, c'est la centaine de la base 20, si vous voulez, puis le nombre de vingtaines additionnelles, et puis le reste. Je vous donne un exemple. Si vous me prenez 8855, c'est 1600, 4 fois 400, plus 200, plus 40. Ajouter les centaines, c'est facile. Chaque centaine, c'est un 5-20. Vous n'êtes pas sans connaître l'institut des 15-20, hein, c'est-à-dire des 300. Donc chaque centaine, c'est 5. 200, c'est 10. Et puis 40, vous rajoutez 2. Donc finalement, 1855 exprimé en base 20, c'est 4 fois 400 plus 12 fois 20 plus 15. Donc le nombre d'or moins 1, c'est 4 plus 12 plus 15, c'est 31. Ah ben 31, c'est plus grand que 19, c'est 12 modulo 19. Ça, on arrive encore à faire. Cette dernière ligne, hein, c'est exactement la même chose que ce que font les enfants quand ils font la preuve par 9, hein, sauf que c'est la preuve par 19, si vous voulez. Alors attention, le E0 n'est pas le même, mais là, ce qui est intéressant, c'est que le E0 pour la période mi-septembre 1899, donc pour tout le 19e siècle, c'est 0. Donc, c'est plus simple. On va prendre l'exemple de Pâques en 1248. Alors, 1248, ça rappelle quelque chose à Jean-Claude, puisqu'on avait évoqué le fait que c'était l'année où pratiquement le périhélique coïncidait avec le solstice. Mais la date de Pâques, je l'ai calculée à cette date-là, parce que c'est aussi la date à laquelle Saint-Louis a consacré la Sainte-Chapelle, et cette date n'était pas, il l'avait choisie pas tout à fait par hasard. Alors, on fait toujours la même chose, on décompose 1248 en base 20, donc ça fait 3 fois 400, plus 2 fois 20, plus 8. Résultat,
Le nomu fait 13. 3 et 2, 5 et 8, 13. Pour calculer les pactes, il faut faire 13 fois 11 et il faut rajouter 8, modulo 30. Donc, c'est 130 plus 13, 143. On rajoute 8, ça fait 8 et 3, 11. 151, ça fait 1, tout simplement. Il n'y a jamais de correction des pactes avec le calendrier julien. Et donc, le reliquat pascal, c'est 23 moins 1, ça fait 22. Et la pleine lune pascale tombe le 12 avril. On calcule le clavdite de 1248. Alors attention, on le calcule en calendrier julien. Hein. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là hier, qu'il y a une petite différence sur la fameuse balise de siècle, mais le reste du calcul est le même. Et on trouve 6. Et d'où le jour de semaine de la pleine lune pascale, c'est justement un dimanche. Et Pâques, c'est le dimanche suivant, 7 jours plus tard. C'est le 19 avril. Et donc, Saint-Louis a consacré la Sainte-Chapelle le 26 avril. C'est ce qu'on appelle le deuxième dimanche de Pâques. Il avait choisi cette date, évidemment, pour des raisons religieuses. Petite remarque sur la conversion du nombre de jours après le 21 mars. Donc, pour le fameux reliquat pascal. Entre 0 et 10, il suffit d'ajouter le reliquat pascal à 21 et on tombe le quantième en mars. Donc, si on ajoute 10, 10 plus 21, ça fait 31. Et donc, la date, c'est 31 mars. Donc, 7 plus 21 mars donne 28 mars, 10 plus 21 mars donne 31 mars. 0, qui est une valeur possible, 0 plus 21 mars, ça donne le 21 mars. La pleine lune de printemps peut très bien tomber le 21 mars certaines années. Si le nombre trouvé est 11 et plus, il suffit de soustraire 10 et on trouve le quantième en avril. C'est tout simple. Donc, c'est ce que vous avez vu plusieurs fois. 11, ça donne le 1er avril. 35, ça donne le 25 avril. 35, c'est le chiffre le plus important que vous puissiez avoir, non pas pour la lune pascale, bien sûr, mais pour la date de Pâques elle-même. C'est le 25 avril, c'est la date la plus tardive qu'on puisse imaginer pour Pâques. Alors, petite remarque, si vous utilisez le calendrier milésien, ce fameux nombre de jours après le 21 mars, c'est directement le quantième dans le mois de Cartème, puisque le 21 mars, c'est le 30 tertème, c'est le dernier jour du mois précédent, c'est le 0 Cartème. Bon, alors quand on sera tous passés au calendrier milésien, il y aura une simplification supplémentaire pour le calcul de la date de Pâques. Mais bon, je ne pense pas que ce soit un motif suffisant pour tous basculer. Rappel, date d'une phase de lune. Et là, je me réfère au petit tableau que nous a proposé Jean-Claude, datation d'événements. Donc, on cherche une pleine lune en avril 1880. Vous voyez, ça, ce n'est pas tout à fait le même exercice que tout à l'heure. On avait une date, on cherchait la lune à cette date. Là, on cherche une pleine lune au cours d'un mois. Eh bien, première chose, il faut chercher les Pâques de 1880. Donc, 1880, c'est 4 fois 400, plus 10 fois 20, plus 4. Plus 10 fois 20, plus 4 fois 20, pardon. 10 fois 20 parce qu'on parle de 1600 à 1800, c'est 2 siècles, donc c'est 10 fois 20. Et 4 parce que c'est 4, 20. Le nombre d'or moins 1, c'est 4 plus 10 plus 4, ça fait 18. Les pactes, c'est 18 fois 11, tout simplement, égale 198, égale 18 modulo 30. Facile, 198, c'est 180 plus 18. Donc, franchement, ce nombre est facile. Les pactes pour avril, je rappelle que donc, les pactes que l'on vient de calculer là, c'est les pactes pour janvier, et les pactes pour avril, et il faut rajouter l'écart des pactes pour avril qui est 1, donc c'est 18 plus 1, c'est 19. Pour chercher la pleine lune, c'est-à-dire à peu près le 14e jour de lune, eh bien, on fait 14 moins les pactes que l'on a trouvés. Et l'on tombe sur quoi? On tombe sur 25. Modulo 30, donc 14 moins 19 modulo 30, donc c'est 44 moins 19, et ça donne 25. Et on tombe le 25 avril. Et Jean-Claude, tu avais trouvé le 24 avril suivant les éphémérides.
c'est tout à fait normal qu'on ait un jour de différence. Hein. C'est la précision du système du compute ecclésiastique. Remarquez qu'ici, nous sommes à la dernière année du cycle. Donc l'année suivante, on aura un saut des pactes, un écart des pactes qui sera non pas de 11 mais de 12. Donc effectivement, on serait tombé sur le 24 avril. Et évidemment, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du calendrier milésien où les choses sont expliquées dans une des rubriques, les rubriques Lune et Pâques. Merci à tous. Alors, si vous avez des questions, je ne sais pas si des gens ont envoyé des questions. Je vais arrêter pour voir les. Oui, il y a une question. Voilà, je vois qu'il y a des questions. Pâques peut-il être le 14e jour de lune ou est-ce à partir du 15e? La réponse est très claire, c'est à partir du 15e. D'accord? Donc le 14e jour de lune peut arriver le 21 mars. Et donc le fameux reliquat pascal que vous avez vu tout à l'heure vaut 0 à ce moment-là. Mais Pâques est le dimanche qui suit. Et donc, la date la plus précoce pour Pâques, c'est le 22 mars. Et la date la plus éloignée, c'est le 25 avril. Voilà pour cette question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pouvez soit saisir par message, soit vous pouvez prendre la parole directement? Ah, les pactes 25. Les pactes 25. Donc, en fait, il y a un schéma que je n'ai pas fait qui pourrait vous expliquer ce qui se passe. Si vous déroulez le cycle, les 19 valeurs possibles de les pactes, à partir du cycle qu'a créé à l'époque Denis le Petit, vous pouvez avoir la valeur 28, mais vous n'avez jamais la valeur 29. Non, pardon, je m'exprime mal. Si vous déroulez le cycle des épactes et que vous déroulez également le cycle des reliquats pascal, des reliquats pascaux, j'ai un petit doute. Quel est le pluriel de Pascal? Bon, il faudra que je cherche. Si vous déroulez le cycle du reliquat pascal, toutes les valeurs qui peuvent être prises dans le cycle tel qu'il a été défini par Denis le Petit, le reliquat pascal peut prendre la valeur 28, mais ne prend jamais la valeur 29. D'accord? Et donc, avec la valeur 28, si ce 28e jour tombe le 18 avril, ça peut être le 18 avril, si ce 18 avril est un dimanche, alors, selon le principe que je viens de rappeler, Pâques sera le dimanche suivant, donc 25 avril. Et donc, depuis le compute de Denis le Petit, Pâques ne pouvait jamais tomber plus tard que le 25 avril. Quand les astronomes ont conçu la réforme grégorienne, ils ont non seulement cherché à recaler le calendrier avec les saisons, hein, c'était le premier objectif, et ça s'est fait de manière un peu forcée, si j'ose dire, puisqu'on a supprimé 10 jours d'un coup. Ils ont aussi, et c'est la partie moins spectaculaire, modifié les règles d'année bissextile, donc ça ne s'est vu qu'à partir de 1700. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est à partir de 1700 que les pays protestants, qui avaient refusé la réforme grégorienne, ont commencé à se dire « Ah ben quand même, cette réforme, elle est bien et on va l'appliquer peu à peu ». Les Anglais ont été les derniers à l'appliquer puisqu'ils ne l'ont appliqué qu'en 1752. Ça, c'était la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est la réforme du calcul de la date de Pâques. Alors ça, la plupart des gens ne s'en sont pas aperçus parce que la plupart des gens regardent dans leur calendrier et voient le résultat du calcul. La date de Pâques, c'est tel jour, c'est tout. Mais quand les grégoriens quand les astronomes grégoriens ont fait ce nouveau compute, en fait, ils ont mis en avant la notion des pactes. Elle n'était pas vraiment mise en avant par Denis le Petit. Et ils ont fait comprendre que le cycle des épactes pouvait changer d'un siècle à l'autre. Et donc, dans ce cycle des épactes,
vous pouviez tomber sur des cas où le reliquat pascal prenait la valeur 29. Alors que faisait-on dans ce cas-là? Il aurait fallu que Pâques puisse tomber le 26 avril, et ça, il y avait quand même des réticences dans l'Église. Il ne fallait pas troubler les habitudes des gens. Et puis par ailleurs, ça correspondait à une situation où la Lune aurait duré pratiquement 30 jours. On pouvait se dire, non, la Lune, de toute façon, elle ne dure jamais plus que 29 jours et demi. Alors, pour corriger le tir, les astronomes ont dit, si par hasard, avec notre calcul, on tombe sur un reliquat pascal de 29 jours, c'est-à-dire qu'il faudrait rajouter 29 jours au 21 mars pour tomber sur la pleine Lune, on dira qu'en fait, ce n'est pas le 29e jour, c'est le 28e. Bon, donc ça, c'est une solution facile. Mais du coup, il y avait un impact. C'est que si on faisait ça, il pouvait y avoir certains cycles dans lesquels, en 19 ans, on se retrouve avec la même valeur des pactes. Puisqu'en fait, au bout de 11 ans, les pactes est décalé d'un seul jour. Je peux vous démontrer ça. Hein. Supposons que les pactes soient de 0 au moment du début du cycle, hein, l'année de nombre d'or 1. C'est-à-dire de nombre d'or moins 1, 0. Supposons que les pactes soient de 0. L'année suivante, ce sera 11. Ensuite, ce sera 22. Ensuite, ce serait 33, donc 3. Ensuite, ce sera 14. Ensuite, ce sera 25. Et ensuite, ce sera 36, donc 6. Ensuite, ce sera 17. Puis 28. Et ensuite, on passe à 39, donc 9. Ensuite, on passe à 20. Et ensuite, on passe à 31, donc 1. Et donc 1, c'est juste après 0. Donc, on a un décalage seulement d'un jour entre les pactes pour le nombre d'or 1 et les pactes pour le nombre d'or 12. Et si on fait un décalage, du coup, on se retrouve avec 2 années dans le cycle de 19 ans qui ont la même épacte. Et donc, potentiellement, sur 2 dates de Pâques qui tombera au même moment de manière non justifiée, puisque la Lune est quand même un petit peu différente. Et c'est pour cela qu'on introduit la correction de l'épacte 25, c'est-à-dire du cas où l'écart des pactes est de 28, alors qu'il y a déjà eu plus tôt où le reliquat pascal est de 28, alors qu'il y a eu plus tôt dans le cycle un reliquat pascal de 29 corrigeant 28. Et donc, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas, on fait une correction du reliquat pascal de 28 en 27. Alors, ça ne peut pas arriver 2 fois de suite, hein, c'est-à-dire qu'on peut dire, ah oui, mais alors du coup, quand le reliquat pascal suivant sera de 27, il faudrait le corriger en 28. Mais non, ça n'arrivera pas, parce que comme le cycle n'est que de 19 ans, eh bien, on n'atteint pas ce cas-là. En revanche, et c'est d'ailleurs le cas, il me semble, entre les années 1700 et 1899, si les pactes 25 arrivent en début du cycle de 19 ans, alors là, on ne corrige pas. Est-ce que j'ai répondu à cette question, qui est un petit peu compliquée? Et merci sur le pluriel de Pascal. Donc, on peut dire Pascal avec un S ou Pasco. Voilà, c'est ça l'explication de l'épacte 25. Vous verrez dans la littérature, on en parle tout le temps, cet épacte 25. On l'évoque en disant, il y a l'épacte 25 en chiffre arabe, ou l'épacte 25 en chiffre romain, ou l'épacte 25 qui explique en italique. Bon. Mais jamais on explique pourquoi on fait cette curieuse correction. Et ben voilà la raison. C'est pour éviter qu'il y ait 2 fois dans le même cycle de 19 ans, qui est 2 fois la même épacte, et donc deux fois la date de pleine lune pascale à la même date. La pleine lune pascale arrivant à la même date. Blaise Pascal aurait pu faire une calculette là-dessus, mais oh oui, ça aurait été une bonne chose. Il aurait fallu que son père ne soit non pas commerçant, mais probablement ecclésiastique. Mais je remarque que les fameuses calculettes que l'on trouve dans le commerce pour des prix défiant toute concurrence,
ne propose pas les calculs de reste. Or, vous voyez que dans tout ce calcul mental, les calculs de reste sont extrêmement importants. Dans le calcul des semaines, effectivement, le calcul des semaines est fondé sur les calculs de congruence modulo 7. Et tous les jeux des calculs, c'est de les simplifier au maximum de façon à ce qu'on n'a plus qu'à se retrouver dans sa table de multiplication par 7, l'une des tables les plus compliquées pour les écoliers. Et ici, dans le calcul que je vous ai montré, l'enjeu, c'était de simplifier le calcul de reste dans la division par 19. Effectivement, là, a priori, on se dit, là, on ne peut pas éviter le calcul manuel. Mais non, nous autres Gaulois, nous sommes capables de nous simplifier la vie puisque nous avons de vieux réflexes dans les vieux fonds des neurones dont nous avons hérité et nous savons décomposer par 20. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est midi, mais je peux très bien répondre à quelques autres questions. Bon, je vous ai proposé là un calcul de la date de Pâques pour 2020, là dans le chat là. Alors le chat. Attendez, est-ce que vous me l'avez adressé à moi? Parce que je ne vois pas. Je l'ai envoyé à, je sais pas. Vous avez utilisé le conversé ou les réactions? Allez. Conversé. Je vois. Attendez. Pâques veut dire Pâques, petit lettre. C'est vous qui avez écrit petit lettre le 14e de jour de lune ou le 15e, c'est ça? Oui, mais c'était pas ça. Je vous ai proposé autre chose là. Voilà. Après. Ah bah tiens, pourquoi je ne le vois pas? Quelqu'un le voit-il? Non. Non. Si, attendez. Mais c'est parce que j'ai dû l'envoyer sans le faire exprès en privé à quelqu'un et je ne sais pas comment faire pour l'envoyer à tout le monde. Ah, il y a une petite liste, il faut appuyer dessus. Il faut appuyer dessus et la échanger et mettre à tout le monde qui est le premier sur la liste. Il y a un bouton bleu. Là, vous choisissez. Envoyez A, vous faites apparaître la liste conversée. Et voilà. Envoyer à tout le monde. Oui, qu'on voit tous. Ou sinon, je mets le tableau. Hein. Finalement, on n'a pas utilisé le tableau. Ah, voilà, ça y est. Mercredi 1er janvier. Alors, d'accord, oui. Alors, ça, vous vous fondez sur… Sur la connaissance du jour de la semaine, qui est le 1er janvier. Oui. Et sur les pactes de l'année, qui est 5. Tout à fait. Donc, le 1er janvier étant un mercredi, et comme on est une année bissextile, le 21 mars, c'est forcément un samedi. D'accord. Donc ça, vous retrouvez ce que je vous ai demandé d'admettre tout à l'heure, c'est qu'on sait que le 21 mars est un samedi. D'accord? Voilà, oui. Voilà. Bon, ensuite, sauf que vous calculez d'une manière différente. Voilà. Ensuite, les pactes de l'année étant 5, et comme on est une année bissextile, le 21 mars, c'est toujours 21 plus 5. Si on n'était pas une année bissextile, ce serait 5 plus 20. Et donc là, je vous arrête tout de suite. Dans le compute ecclésiastique, on ne tient pas compte du fait que l'année est bissextile ou pas. Oui, non, mais je sais bien. L'âge de la Lune. Non, je sais bien, mais mais dans le compute ecclésiastique, vous ne tenez pas compte du jour de la semaine qui est le 1er janvier. Non, vous tenez compte du jour de la semaine du 1er mars, puisque vous prenez la deuxième lettre, la deuxième lettre dominicale. Donc, je ne vois pas là, année 5, et pacte année 5, d'accord. Si vous voulez, quand plus 21. Les pactes de l'année est 5, les pactes du 21 mars est toujours soit 26, soit 25, de toute façon. Entre le 1er janvier et le 21 mars, on a 31 plus 28 ou 29, plus 21 jours. Et ça, donc, si vous voulez, ça fait qu'on a forcément l'âge de la Lune le 21 mars. L'âge de la Lune, c'est 5 plus 21, 26. Peu importe, mais je veux dire, peu importe que l'année soit bissextile ou pas. Ben non, parce que si l'année n'était pas bissextile, on aurait un jour de moins. Non, mais le compute n'en tient pas compte. Non, mais moi, je ne fais pas avec le compute, là, je fais différemment.
Eh bien oui, mais il y a des cas où vous ne tomberez pas sur le même résultat. Alors continuez. Ça m'intéresse quand même. Non, mais Continuez. alors, je reprends. Donc, j'en suis au 21 mars, c'est 26, je suis d'accord avec vous. Non, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le résultat. Ce qui m'intéresse, Oui, c'est la méthode. J'entends bien. D'accord? Donc, Oui. si vous voulez, comme l'EPACT est 5 pour l'année, ça veut dire Oui. que l'âge de la Lune, le 31 janvier, va être 31 plus 5. Oui, non, mais je suis d'accord avec ces calculs-là. Ce que je dis simplement, c'est que l'EPACT, au sens des gens du compute, certes, ils disent que c'est la Lune le 5, la veille du 1er janvier, mais en réalité, ils tomberont toujours sur votre résultat. Ils feront EPACT plus 21 pour trouver l'EPACT, pour trouver l'âge de la Lune au 21 mars. Ils feront toujours comme ça. Ils ne tiendront pas compte. Il n'y aura jamais de 29 février pour eux. C'est artificiel, mais c'est comme ça. Mais ça se justifie, hein. C'est une manière de faire. Mais parce que sans ça, il faudrait qu'il y ait un saut, un espèce de saut d'EPACT si l'année est bissextile, etc. Mais ce n'est pas le raisonnement qui tienne. D'accord? Alors ensuite, si l'année 2020 n'était pas une année bissextile, dans mon calcul, l'âge de la Lune aurait été le 25 pour le 1er mars. Eh bien, tout à fait. Mais alors, on va essayer de trouver, mais il y a des cas où, du coup, votre calcul conduit à une note de Pâques différente. Ce qui n'est pas facile à trouver parce que vous observez bien que quand on trouve une pleine lune à une date à l'intérieur d'une semaine, s'il y a un jour de différence, ça ne change pas la date de Pâques puisque la date de Pâques tombe un dimanche. Vous voyez ? À la limite, vous pouvez très bien dire, bah, tiens, il y a une pleine lune qui tombe le mardi précédent le dimanche 12 avril, ou une autre année, c'est le vendredi précédent dimanche 12 avril, vous allez trouver le 12 avril, de la même manière. Et ce sont des choses qui arrivent d'ailleurs tous les 11 ans à peu près. Alors que vous n'avez pas la même EPACT, vous avez la même date de Pâques. Parce que tous les 11, souvent, pas toujours, mais tous les 11 ans, vous avez le même jour clé, vous avez le même clavedi. Vous avez le même, ou dit autrement, vous avez la même lettre dominicale. Mais vous avez une pleine lune qui n'arrive pas au même moment, mais pratiquement dans la même semaine. Bon, en tous les cas, ça marche. Ah, ça marche, oui, ça marche, mais je vous dis, c'est… Alors, pour 1954, ça marche aussi, oui. Alors que 1954 est un cas particulier parce que… Tout à fait, voilà. Tout à fait. Mais je prends votre point et j'essaie de vous trouver un cas où effectivement… Un cas où avec enfin, ce qui est sûr, c'est que dans la définition du compute, effectivement, l'EPACT est censé être l'âge de lune à la veille du 1er janvier, mais en fait, l'année qui est utilisée par le compute, c'est ce que j'appelle une année, ce qu'on appelle d'ailleurs une année julienne. C'est une année de 365,25 jours. D'accord ? Oui. Et du coup, c'est une année qui a toujours la même durée. Elle a toujours la même durée. Et il n'y a pas à tenir compte du saut d'une année bissextile. Ça, c'est important à comprendre parce que c'est pas immédiat. Denis le Petit et les astronomes de cette époque avaient trouvé des solutions pour s'éviter des calculs. Et c'est aussi à cause de cette vision particulière de l'année, en fait, le cycle de Méton, on dit que c'est un cycle de 19 ans, mais c'est 19 années juliennes. Or, 19 années juliennes, c'est 16 années juliennes, ça fait un nombre entier de jours, mais 19 années, non, ça ne fait pas un nombre entier de jours. Il y a un 0,75 jours qui traîne dans le coin. D'accord? C'est pour ça que moi, je préfère parler du cycle de Méton-Callip, car c'est un cycle qui, au bout de 76 ans, va être conforme au cycle de Callip, en nombre de jours. Bah, si vous me trouvez un contre-exemple. À ceci près, votre principe de calcul est bon, hein, il n'y a aucun doute. À ceci près, votre principe de calcul est parfaitement bon.
Enfin, je vous remercie de votre exposé. Voilà. Voilà, mais c'est intéressant parce que on est vraiment un peu aux limites hein, de ce qu'on fait hein, dans ces domaines et on voit bien que les erreurs sur les calendriers, ce sont des erreurs d'un jour. Comme nos amis de Microsoft Excel. Mais je vais essayer, Monsieur Gauthier, de trouver un cas où si vous comptez l'année bissextile, alors c'est forcément un cas avec année bissextile. Là, vous n'avez pas de souci. Ah oui, c'est ça, vous n'avez pas de souci parce que vous comptez effectivement vous comptez de dimanche en dimanche à partir, voilà, à partir de l'âge, vous comptez l'âge de lune chaque dimanche qui suit le 21 mars. Voilà. C'est ça votre principe. Ouais. Vous comptez l'âge de lune qui suit le 21 mars. D'accord. Je vais noter je vais copier-coller votre cas et je vais essayer de trouver un cas où justement le fait de prendre l'année bissextile peut conduire à une erreur. Ce ne sera pas assez évident, hein, parce que le plus souvent ça marche. Bon, vous devez avoir mon adresse mail éventuellement. Vous l'avez ou pas? Maria là. D'accord. Hein, Maria? Oui, en principe, je regarde. Oui, on doit avoir votre adresse. Oui, les participants. Monsieur Gauthier. Alors, dans votre manière de faire, il y a quelque chose d'intéressant. Oh, j'arrive pas à prendre ça. Je suis curieux, je n'arrive pas à copier le texte. J'ai l'impression qu'il refuse de faire une copie textuelle. Et non, il refuse de faire la copie textuelle. Je vais être obligé de faire une copie d'écran, ce qui est un peu idiot. Tac. Bon, normalement, si vous sélectionnez le texte, vous faites un CTRL-C et que vous le copiez dans un document Word, ça le recopie très bien. Mais non, oui, mais c'est ce que j'ai essayé de faire, figurez-vous, et ça ne fonctionne pas. Donc j'étais obligé de copier l'image. Mais vous savez, il ne faut pas m'en faire à moi, ne vous inquiétez pas. Donc j'étais obligé de copier l'image, et l'image elle-même, je pense, pouvoir la transférer. Eh bien oui, j'ai pu prendre l'image, c'est pas de problème, mais le texte, non. C'est un texte qui est non copiable. Et je crois que c'est une fonction de Zoom. Il refuse que l'on puisse comme ça copier les participations des intervenants. Non, mais moi, je viens de le faire là sur mon... Ah bon? Alors ça, c'est vraiment curieux. Sélectionné, je l'ai copié dans une page. Oui, mais c'est vous, tout sélectionné. Chez moi, oui. Attendez, j'ai pu tout sélectionner. Tiens, c'est bizarre ça. Vous sélectionnez entre 2020 et Pâques. Non, mais là j'ai recopié mon texte, mais j'ai pas. Mais j'arrive à sélectionner, c'est ça qui est curieux. Il me propose tout sélectionner, il ne me propose pas de copier. Faites CTRL-C. Oui, je connais, ça va, ça c'est vrai. Mais c'est curieux, il ne me propose pas dans la. Oui, il ne me propose pas de copier. Ah, et vous arrivez à le faire? Ça m'intéresse parce qu'il y a des. Oui, mais je clique gauche, c'est-à-dire que vous avez j'ai compris. Vous avez l'option tout sélectionner quand vous cliquez droit. Quand vous cliquez droit, non, je clique gauche là pour l'avoir. Oui, mais je clique droit, pardon, je clique droit, oui. Je clique droit, en effet. Quand vous cliquez gauche, vous n'avez pas l'option tout sélectionner,
Vous avez simplement le texte qui est oui, qui est sélectionné, oui. Et là, vous faites et à partir de là, vous faites CTRL Non, mais C. moi, je viens de le faire avec l'outil capture d'écran. Si on fait capture d'écran, moi, je le fais et je peux enregistrer l'image du texte. C'est ça, mais j'ai fait la même chose. Mais ce qui est bizarre, c'est que très souvent, on copie le texte directement et on peut traiter le texte. Oui, non, mais par contre, avec la capture d'écran, on a bien le texte, en fait. Oui, on a une image avec le texte, mais ce n'est pas la même chose que le texte lui-même. Bon, ça, c'est un détail technique, mais bon, l'informatique, on en apprend tous les jours. Il n'y a aucun doute. Bon, mais en tout cas, peu importe, j'ai le cas avec moi et je vais essayer de vous trouver un contre-exemple dans le cas d'une année bissextile. Et c'est une année bissextile qui est telle que la pleine lune tombe un dimanche. Enfin, ou tomberait un samedi, et avec votre formule, elle tomberait un dimanche. Ou le contraire. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. Voilà. Ben, écoutez, merci de m'avoir soumis ce cas. C'est très intéressant. Il y a des cas intéressants qui m'ont été trouvés par certaines personnes. Il y a notamment des cas de saut des pactes d'une année à l'autre, qui au lieu d'être 11, peuvent être 12, alors ça c'est quand on change de cycle, mais peuvent être 10 aussi. C'est quand on change de siècle et que cela coïncide alors quand on change de siècle, ça peut être 10 tout simplement au milieu d'un cycle, mais on peut se retrouver avec des sauts des pactes de 13, peut-être de 9, je ne me souviens plus. Mais c'est effectivement ce compute, il a, comment dirais-je, il fait des recalages, si vous voulez. Et ces recalages sont en nombre de jours entiers. Et c'est un peu comme une pendule, quand vous la remettez à l'heure, ben oui, vous avez une minute de plus ou de moins, et ben c'est une minute entière qu'il faut corriger. L'un dans l'autre, c'est un petit peu comme ces secondes intercalaires. Il faut attendre d'avoir atteint un écart de pratiquement d'au moins une demi-seconde, je crois, pour imposer une seconde supplémentaire, soit en fin d'année, soit au milieu d'année, soit au mois de juin. Et c'est ça, c'est l'aspect quantique, si j'ose dire, de ces recalages qui fait que de temps en temps, ben, pour retrouver la synchronicité du cycle, ben, vous faites des déformations importantes. Autre observation, autre remarque? Il y a des projets de changer la détermination de la date de Pâques pour que ça soit, comme tu le disais en introduction. Oui. Couder avait évoqué, il a été souvent évoqué l'idée de dire Pâques, ça pourrait être le premier dimanche après l'équinoxe de printemps. Bon. Pâques est après la pleine lune parce que on se rapproche de l'histoire, en tout cas de l'histoire telle qu'elle est racontée par les textes reconnus, qui est qu'effectivement la résurrection a eu lieu un dimanche après un sabbat, donc dimanche qui suivait la date de Pâques juive. D'accord ? Or, la date de Pâques juive, elle est un 14 Nissan, donc un 14 de mois lunaire de printemps. Et qu'est-ce qu'elle célèbre, la Pâques juive? Elle rappelle la traversée de la mer Rouge. Enfin, la traversée de la mer des Joncs, si on se reprend au chiffre précis. Elle raconte la traversée de la mer des Joncs. Or, il est à mon avis très probable que les eaux se sont écartées, alors peut-être pas de la manière spectaculaire qui est suggérée avec les murailles d'eau d'un côté ou de l'autre, mais que les eaux se sont écartées en raison d'une marée d'équinoxe. Une grande marée. Une grande marée. C'est-à-dire qu'on pourrait, voilà, et que les eaux sont en coïncidence avec l'équinoxe. Exactement, oui. Alors, il m'arrive de dire, les miracles, ce sont des événements qui arrivent au bon moment.
Et vous remarquerez que quand même dans les textes retenus comme canoniques, alors oui, il y a des miracles, mais il n'y a pas de miracle totalement contre nature. C'est-à-dire qu'il y avait des évangiles apocryphes qui parlaient du petit Jésus qui travaillait avec son père charpentier, et puis il allongeait les planches quand elles n'étaient pas égales, etc. Et ça n'a pas été reconnu. Ça n'a pas été retenu. En revanche, passer la mer des Joncs à pied sec et puis que juste après les Égyptiens sont engloutis, c'est tout à fait possible. Et puis il faut rappeler que Moïse connaissait pas mal de choses par le début de son éducation en Égypte, et ensuite connaissait le coin puisqu'il était quand même il avait épousé la fille de Jéthro, il connaissait cet endroit. Donc, il pouvait tout à fait anticiper le fait qu'en pleine lune de printemps, il y aurait une grande marée. Et on pourrait rejouer pratiquement cette traversée sur le Mont Saint-Michel, hein, où il ne s'agit pas de s'aventurer à pied sec au moment où la marée monte pendant les équinoxes et à la pleine lune. Ça, c'est clair. Et donc, célébrer cette fête à ce moment-là reste important pour ceux qui... Enfin, si les célébrations peuvent avoir un sens. Mais si le calendrier a été fait pour des motifs religieux, alors ça on pourra en parler très longtemps, mais les religions, ce sont des structures qui créent du lien dans la société. C'est ça que signifie le mot religion. C'est créer du lien, c'est faire du lien, ligarer, religarer. César, d'ailleurs, quand il a fait sa réforme de calendrier, il l'a fait à un titre religieux. Il était pontife suprême. Il était pontife suprême. Il était chargé du calendrier, il était chargé de dire le 13e mois notamment, ce qu'il ne faisait jamais, parce qu'il était toujours occupé à autre chose. Et les pontifes, il était pontife suprême, il y avait d'autres pontifes, mais comme le 13e mois était un mois où on payait les mercenaires, hein, le mois s'appelait Mercedonius, c'est pas pour rien. Et comme à l'époque de César, il y avait quand même des problèmes budgétaires importants, eh bien, il y avait des arbitrages qui pouvaient n'avoir rien à voir avec les nécessités du calendrier. Et il voulait mettre fin à ce truc-là. Ma thèse, c'est que ce qu'il a certainement séduit dans le calendrier égyptien, c'est qu'il n'y avait plus besoin de pontife. Hein, il n'y avait plus besoin de mois, de 13e mois, etc. Le régime du jour supplémentaire tous les 4 ans, ça lui allait très bien. C'était beaucoup plus simple. Très bien, super. Voilà, ce sont les petites réflexions sur le calendrier que je n'ai pas complètement mis par écrit, mais enfin on les trouve à droite et à gauche. Hein. Eh bien, merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a le symbolisme de la lumière à la pleine lune. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, c'est vrai que on n'en parle pas forcément dans les catéchismes, mais je pense que ce qui compte beaucoup pour les chrétiens, c'est cette continuité par rapport à la religion juive. Hein. Et donc, il s'agit de la même fête. D'ailleurs, si vous regardez justement le fameux calendrier milésien que je vous ai montré il y a 2 jours, vous voyez bien que cette année, si je ne m'abuse, Pessa est quelques jours avant Pâques. Donc, on est bien dans le même mois. Pessa quelques jours avant Pâques. Et du coup, Shavuot, la Pentecôte, et Shavuot était hier. Shavuot, c'est 50 jours après Pâques. Et la Pentecôte, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est 50 jours après Pâques. Et c'est en gros le même événement. La Pentecôte, le Shavuot, c'est comment dirais-je, la promulgation de la Torah. Et la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Donc ces symbolismes-là sont importants parce qu'ils se réfèrent l'un à l'autre.
Et le calendrier est souvent un lieu qui permet de créer du lien, qui permet de créer la référence. On voit bien dans les anniversaires. L'anniversaire, c'est la reproduction, retrouver le jour où on est né. Bon, ce sont des symboles simples, mais importants. Eh bien, merci à tous de votre écoute. Merci. Merci, Louis-Aimé. Je vous dis à bientôt et je suis impatient de voir les vidéos, bien entendu.